La team, c'est fort. C'est fort parce que vous allez comprendre dans cette vidéo que vous montrez que si vous décidez de vous battre dans la vie pour vos convictions, si vous avez un vrai plan, un vrai projet et que vous vous attelez à suivre ce combat-là, peu importe le temps qu'il prendra, si vous donnez les moyens, si vous avez la détermination, si vous arrachez vos droits, parce que n'attendons jamais de dire que nous sommes dans un pays de droit et nos droits nous seront donnés. Nous savons que nous ne sommes pas dans des pays de droit. Nous sommes dans des pays où nous devons arracher nos droits. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, personne ne va vous les donner. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que les Maliens ont décidé d'arracher leurs droits vis-à-vis de la communauté internationale. Et ils ont dit que même leurs propres frères et voisins africains qui seront contre eux, ils seront traités au même titre qu'un Occident qui veut les nuire. Et c'est d'où ils ont mis la CEDEAO de côté. Aujourd'hui, vous allez vous-même écouter les Blancs parler, des grandes personnalités dans la diplomatie, des Italiens et tout ce qui va avec. S'adresser et dire les fautes et les problèmes des Occidentaux vis-à-vis des États africains. C'est vrai, quand vous avez des États comme le Mali, qui doivent combattre les groupes terroristes, qui doivent combattre des groupes armés, et qu'on refuse de leur vendre des armes létales, comment ceux-ci peuvent, comment ils peuvent combattre? Vous voulez lutter contre quelqu'un qui est militairement armé, qui a tous les armes de l'heure, il a un arsenal militaire. Et vous, quand vous allez chez vos partenaires français, américains, on vous dit on ne peut pas vous vendre les armes létales. On refuse de vous vendre les armes létales. Vous devez donc aller combattre comment avec les terroristes, vous serez toujours perdant. Et vous avez à côté de vous quelqu'un qui va vous vendre les armes dignes de ce nom qui est appelé la Russie. Et on vous dit, vous ne pouvez pas signer avec la Russie. Mais par la même occasion, vous voyez les mêmes Occidentaux qui vont prendre les armes lourdes et envoyer en Ukraine. Vous allez donc comprendre que la vie d'un Ukrainien et la vie d'un Malien ne sont pas pareilles à leurs yeux. Et vous allez remonter dans cette vidéo l'histoire de la Libye. On va vous expliquer comment le gouvernement italien à l'époque avait refusé la guerre qui se préparait en Libye. Allez-y comprendre alors que la guerre de la Libye a été minutieusement préparée, minutieusement orchestrée. Et les Italiens disent qu'ils étaient contre cette guerre-là. Ils ne voulaient pas cette guerre-là. Mais étant endettés en Europe, on peut les faire les chantages, on peut appuyer sur certains fonctionnements et ils sont souvent obligés de se soumettre. C'est reconnaître ici qu'ils se soumettent à certaines décisions qui ne les plaisent pas parce qu'ils sont endettés. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent où eux-mêmes ils savent que ça ne doit pas se passer comme ça. Trop d'injustice. Et il y a tellement d'injustice aujourd'hui que même les Blancs ont le courage de dire que non, là c'est abusé. Il est donc important de comprendre aujourd'hui qu'il y a un changement radical et qu'on est obligé de vivre dans une vraie démocratie. Parce que ceux qui veulent défendre la démocratie, s'ils n'acceptent pas de nous donner la vraie démocratie, ils vont voir en face d'eux des personnes qui vont les imposer un peu de dictature. C'est comme ça. Il n'y aura pas de débat avec eux. Parce que ceux qui disent qu'ils sont les gardiens, les maîtres de la démocratie ne sont pas démocrates. Ils ne sont pas démocrates et ils n'ont jamais été démocrates. D'ailleurs, pas avec nous. Et c'est à savoir s'ils sont démocrates avec eux-mêmes. La team, écoutons cette vidéo. Écoutons les interventions de tous les intervenants. Allez jusqu'au bout de cette vidéo et vous allez comprendre. Pour le gouvernement. Pour nous, c'est important parce qu'on a besoin du Sahel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Notre intérêt est très fort. Ce n'est pas une question de principe, c'est une question d'intérêt, de travailler ensemble parce qu'on a vraiment devant nous un futur dans lequel on sera ensemble. On doit travailler dans ce moment. Autrement, on va faillir sur tous les fronts et c'est l'intérêt de l'Union européenne et du Sahel. À la fin, on doit céder. Je le dis toujours, par exemple, récemment à Al-Ghazouani, je dis aidez-moi à vous aider et nous devons nous aider parce que c'est quelque chose sur lequel, si on ne partage pas les problèmes... Tous les aides qu'elle peut trouver. Disons-nous la vérité, les Russes ont sauvé la vie à Touadéra à un moment donné, contre les rebelles. Personne d'autre l'aurait fait. Personne d'autre n'était là pour le faire. Mais aujourd'hui, il y a aussi les Américains. Même toute cette obsession occidentale, non, nous et pas les autres, je trouve est vraiment une obsession. Il faut comprendre que le monde est devenu adulte beaucoup plus rapidement de ce que nous les Blancs, avions pensé. Alors, quel est le problème que nous avons aujourd'hui? Les règles, les valeurs, les principes, la démocratie,
est-elle mise en discussion en tant que telle? Non, pas du tout. Je pense que personne dit « moi je veux la dictature ». Personne ne le dit. Même dans les pays où il y a eu un coup d'État. Le problème, c'est la crédibilité de celui qui pose les règles. Le problème, c'est être crédible. Alors moi, je suis bien sûr contraire à l'agression de la Russie à l'Ukraine. Mais en même temps, je sais que l'Occident a utilisé 2 poids, 2 mesures, double standard, beaucoup de fois. Jésus a dit, qui est le coupable, qui n'a pas de péché, jette la première pierre. Ici, personne ne peut jeter la première pierre. Personne est sans faute. Et en ce sens, l'Afrique fait son chemin. Donc, je ne pense pas que ce soit la démocratie qui est en crise, mais la crédibilité de ceux qui prétendent la défendre. D'un côté. Vous avez cité, Monsieur le ministre, la guerre en Libye. Je me rappelle la guerre en Libye. En Italie, même les cailloux savent que la France sarkozienne a voulu la guerre en Libye contre l'avis de Berlusconi, mais qui était faible. Comme toujours, l'Italie est plus faible parce qu'elle a une dette énorme qui est garantie par les autres pays de l'Union européenne. Donc, on doit faire attention. Patati, patata, patata. Ça, je vous laisse cette histoire. Et puis les Américains ont laissé faire. Mais nous, on avait dit que c'était une erreur. À l'époque, Bazoum était ministre des Affaires étrangères. Il m'a demandé de voir notre ministre des Affaires étrangères de Berlusconi, qui s'appelait Franco Frattini, aujourd'hui il est mort, que tu as connu. Et devant lui, j'ai organisé la rencontre, il a décrit ce qui se serait passé au sud si on avait laissé faire la guerre de Libye. Un désastre. Il a décrit le désastre qui se s'est déroulé après. Il y a des conséquences à tes actions. Nous regardons un coup d'État comme s'il n'y avait pas l'histoire derrière. Il y a des conséquences. Tout a été disloqué. Cela veut dire que que je suis partisan de Gheddafi, que Sant'Egidio a rencontré Gheddafi à l'époque. Gheddafi avait beaucoup de défauts, bien sûr. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est pire de la Libye d'hier. Ce matin, nous l'avons déjà dit. C'est pour dire. Donc ça, c'est le problème. Alors moi, je pense que reprendre, comme a dit le ministre Traoré, l'idée panafricaine avec pragmatisme, c'est une bonne nouvelle, même pour l'Europe. C'est dépasser l'inaccompli d'hier. C'est une bonne nouvelle. Les Européens devraient comprendre cela de façon positive. Si l'Afrique se prend en main, décide de s'unir, de faire une confédération, comme vous avez dit, en visant la fédération, pas à pas. Nous, les Européens, nous savons combien c'est difficile de faire une union. C'est très difficile. Hein? Et c'est une bonne nouvelle. Si nous faisons ça, là, ils vont échouer. Et dès qu'ils vont échouer, ils vont venir négocier. Mais on s'élève, réunion Russie-Afrique, réunion France-Afrique, Chine-Afrique. Je pense qu'il faut aussi écouter la jeunesse, il l'a dit. L'Afrique est en train de changer, même pour nous dirigeants, je crois que la vitesse de transformation de notre jeunesse, nous n'en mesurons pas les conséquences. Et la jeunesse, certains disent que c'est une bombe à retardement. Non, 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 la bombe est déjà partie il y a longtemps. La preuve, si vous voyez si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, elle va s'occuper de nous. Elle est en train de le faire. Dans les groupes terroristes, c'est qui? Ce sont les jeunes. Les présidents qui sont renversés, qui sont devant, ce sont les jeunes. Les routes de la migration, ce sont les jeunes. Donc ne considérons pas que les jeunes, c'est un problème de demain. Il est déjà enclenché et on va en subir les conséquences un peu partout. Et aussi, l'opposition CEDEAO-AES. Je pense que c'est une création. Moi, je trouve même que c'est une création de certains responsables de la CEDEAO. Parce que quand nous, on a créé l'Alliance des États du Sahel, la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023, vous allez lire le préambule, il réitère l'attachement des 3 pays à la charte des Nations Unies, à l'acte constitutif de l'Union africaine et au traité de la CEDEAO. Pourtant, les 2 sommets de la CEDEAO qui ont suivi, ils ont dit non, 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 ces gens, ils veulent casser l'intégration, ils ne veulent pas de ceci, ils ne veulent pas de cela, c'est une organisation fantôme. Donc, on a créé un antagonisme qui n'avait pas lieu d'être. Parce que pour des pays qui veulent casser l'intégration, on n'avait pas besoin de citer la CEDEAO, on allait juste prendre notre chemin. Donc,
Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été fait et qui nous a amené un peu dans des erreurs jusque là où nous en sommes aujourd'hui. Les sanctions aussi, il faut revenir à ça. Je crois que quelqu'un en a parlé ici. Pourquoi les sanctions n'ont pas marché? Ça n'a pas marché parce que l'objectif des sanctions dures qu'on a vues, fermeture des frontières, des banques, etc., et privation des denrées de première, l'objectif c'était de faire tomber les nouveaux régimes en faisant de la population des boucliers humains, que la population va descendre dans les rues. Je connais des chefs d'État qui ont dit dans les sommets que vous mettez une sanction comme on a fait au Niger, je vous donne ces 2 semaines maximum, ça va s'écrouler. Ça ne s'est pas produit. Donc moi je pense qu'il faut, quelqu'un l'a dit, sanction aussi ne veut pas dire ostracisme. Quand on sanctionne, il faut un engagement. On peut être exclu d'une organisation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler à ceci. Notamment les secrétariats de nos organisations, le secrétariat de la Commission de l'Union africaine, le secrétariat de la Commission de la CEDEAO, même l'UEMOA. L'UEMOA, ce n'est pas un secret, moi j'ai vu, le président de la Commission de l'UEMOA n'a jamais voulu rendre visite au Mali en disant que nous, il n'a pas reçu d'autorisation pour le faire. Mais quand on est même suspendu, toi tu es secrétaire. Parce que quand on est suspendu, je vous dis, on est obligé de payer nos cotisations. Donc ça veut dire que le président de la commission, je le paye. Il est obligé de venir au Mali, de regarder c'est quoi la situation. Donc je pense que toute ces séries d'erreurs doivent pouvoir être évitées de mon point de vue. Notre sœur journaliste de Africa, il a dit l'accès à la mer. Vous savez, l'accès à la mer n'est pas une condamnation à mort. L'enclavement. La Suisse est un pays enclavé. Deuxièmement, nos pays ont vécu des années après les indépendances, avant la création de ces organisations. Nous avons des modalités. Nous avons même des modalités bien avant ça. Donc, quels que soient les cas de figure, je crois que ce soit sur le plan bilatéral, que ce soit entre l'AES et la CEDEAO, on va devoir trouver des modalités de vie. C'est ce que j'appelle des modalités de vivre en commun. Comment les gens vont aller et venir, comment on va sécuriser, comment on va se marier, comment on va faire ceci, ça. Donc je pense que ça, on ne peut pas nous faire peur avec ça. Deuxième élément, si un pays côtier peut te taper la poitrine, c'est parce que tu as des pays enclavés en face, qui sont tes clients. Parce qu'autrefois, nous, on pensait que c'est le Mali qui dépendait des pays côtiers, mais aujourd'hui, tous les pays où il y a des ports, ils sont tous à Bamako représentés en compétition. Parce que je peux décider d'utiliser Cotonou, si Cotonou me fatigue, je vais aller à Dakar, et il me faut. Donc, moi, je pense qu'être enclavé aussi, bon, c'est une contrainte physique, mais ce n'est pas une condamnation à mort. Les pays qui ont investi des milliards de dollars, qui se sont endettés pour renforcer les capacités de leurs ports, mais sinon on n'utilise pas leurs ports, ils vont aller où? Donc, quelque part, on va devoir s'asseoir avec lucidité, pragmatisme et trouver des solutions. Alors, moi, je crois que ceux qui disent aussi qu'on va venir, nous, je pense que notre président était très clair l'autre jour, il a dit que nous, on a pris un chemin de non-retour, il faut que les gens intègrent, mais je crois que les gens ne prennent pas encore au sérieux, il faut qu'ils le fassent. Mais posez-vous la question, et s'ils ne reviennent pas? Quelle est la réponse? Donc, je crois que prenons les deux options et disons-nous, on est tous des hommes politiques. Je crois que toutes les options peuvent être possibles, mais posons-nous aussi l'autre question. D'ailleurs, je pense que notre frère du Maroc l'a indiqué, que bon, il y a d'autres initiatives qui viennent. Le Maroc a